ce réchauffement climatique, donc ces activités humaines se traduisent déjà par un réchauffement climatique qui, en premier lieu, va créer, est déjà en train de provoquer la fonte des glaciers. Les glaciers qui sont des gigantesques réfrigérateurs d'eau potable qui est stockée, renouvelée en permanence. Mais le problème, c'est qu'en fondant, c'est-à-dire qu'ils fondent plus vite qu'ils ne se reconstituent. Tout cela ne pourrait être un souvenir ancien pour quelques alpinistes suisses si les glaciers n'étaient pas aussi donc, ces immenses stocks d'eau potable, et notamment le plateau tibétain, qui est la source du Yangtze-kiang, le fleuve bleu, l'Indus et le Gange, et le Brahmapoutre, qui seront, selon les dernières prévisions, certainement à sec pendant les saisons sèches d'ici à 2040. Alors, il faut savoir que ces fleuves irriguent toute une production agroalimentaire pour des centaines de millions de personnes, voire des milliards de personnes. Voilà, et ça c'est d'ici 2040. Là on est en 2017, 2040 c'est 23 ans, ça fait quoi 23 ans? Ça fait combien de mandatures de députés? Pas beaucoup, ça fait à peine 5 mandatures de députés. Voilà, donc on n'est pas sur des horizons à 2500 ou 2000 ou 3000 ans, ou l'an je ne sais pas combien, on est sur des horizons qui sont quand même très très courts. 23 ans c'est une génération. Faites des enfants maintenant, quand ils seront adultes, il y aura des milliards d'individus qui n'auront plus à boire, qui n'auront plus à manger. Nous sommes entrés aussi, cet âge de l'Anthropocène se caractérise aussi par une 6e extinction de masse des espèces animales et végétales. Le taux d'extinction actuel est environ 100 fois supérieur au taux moyen naturel constaté dans l'histoire de l'évolution de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on détruit, enfin que les espèces disparaissent 100 fois plus rapidement que jusqu'à présent. Il y a eu 5 autres grandes extinctions, mais généralement c'était soit par des météorites géants ou des choses comme ça. Là, la vitesse est telle que les causes sont assurément anthropiques, c'est-à-dire que ce sont les humains, en tout cas l'activité humaine, pas forcément vous individuellement, pas forcément moi, pas forcément toi, mais un petit peu tout le monde et surtout certains. Il y a un tiers des espèces végétales et animales qui sont menacées à l'heure actuelle. Selon l'ONU en 2010, il y a 5 causes majeures qui cumulent et exacerbent mutuellement leurs effets, c'est-à-dire que ces causes s'amplifient les unes les autres. La modification des habitats des espèces, donc la destruction, la banalisation, la fragmentation, l'artificialisation, la déforestation, le drainage, la mise en culture, la pollution lumineuse, bref, toutes ces perturbations de l'environnement provoquent une extinction des espèces. La surexploitation des milieux, je pense notamment aux forêts, la pollution, j'y reviendrai un peu plus tard, l'introduction d'espèces envahissantes et le changement climatique. Ce dernier provoque aussi une élévation du niveau et l'acidification des océans. Tout à l'heure, j'ai parlé des glaciers, donc j'ai parlé des glaciers continentaux, mais il y a aussi les glaciers au pôle, et notamment le pôle arctique, notamment toute la face ouest du pôle arctique. Il faut savoir que 70% de la population humaine vit sur les littoraux. 70% vit sur des littoraux. À titre d'exemple, le delta du Mékong, c'est le fleuve qui prend également sa source dans les glaciers du Tibet. C'est une zone de riziculture qui nourrit des centaines de millions de personnes. Si le niveau de l'eau monte, nous avons des centaines de millions de personnes qui ne pourront plus avoir accès à une nourriture. En tout cas, pas de la façon aussi jusqu'à présent, en tout cas, qui est parfois millénaire dans le Mékong. Si on continue actuellement, si rien n'est fait pour changer notre mode de production actuel, nous aurons à la fin du siècle plus 2 mètres. Ça, c'est pour les prévisions qui sont assez optimistes. Plus 2 mètres, c'est-à-dire que New York est sous l'eau. La City de Londres est sous l'eau. Voilà, donc tout cela risque de provoquer à court terme des sacrées perturbations. Des perturbations notamment en termes de migration et de guerre climatique. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est à quelle date? Non, il n'y a pas de prévision, c'est un continuum. Non, alors il faut savoir qu'entre 2007 et 2010, il y a eu une grosse sécheresse en Syrie et que nous avons déjà eu, qui a été très mal gérée d'ailleurs par le régime syrien, et que ça a provoqué des fortes migrations internes dans le croissant, et qui aujourd'hui, nous avons des réfugiés aujourd'hui. Ça provoque des guerres aussi. Les guerres sont aussi provoquées par des migrations quand elles fuient la sécheresse. Donc nous aurons assurément, s'il y a des centaines de millions ou des milliards de personnes qui n'ont plus accès aussi facilement à une nourriture et à l'eau potable, il ne faut pas croire qu'elles vont tout simplement attendre la mort en chantant les louanges de l'Occident. Merci pour cela. Nous faisons aussi face à un pic des ressources. J'ai parlé du changement climatique, je voudrais aborder le pic des ressources. Les ressources énergétiques
les ressources en eau, les ressources en métaux, ce sera déjà bien. L'énergie, tout le développement de cette société, celle que nous vivons depuis 1850, environ depuis 150 ans, ce développement exponentiel, tant en termes de production de richesse, mais aussi en tant qu'accroissement de la population, s'est fait grâce à la profusion de pétrole. Le pétrole, c'est actuellement l'énergie qui a la densité, ce sont les particules qui ont la densité énergétique la plus forte. C'est-à-dire qu'on peut facilement l'extraire, on obtient beaucoup d'énergie en brûlant du pétrole. Sauf que l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas un groupuscule d'extrême gauche et qui généralement est plutôt précautionneuse dans ses déclarations, a estimé que le pic de production de pétrole conventionnel a été passé en 2006. Le pic de production, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était facile d'en avoir et que plus le temps passe et plus ça va être compliqué d'en obtenir. C'est-à-dire qu'on va le creuser de plus en plus loin, de plus en plus profond et que ça va coûter de plus en plus cher à obtenir. Donc que le taux de retour énergétique sera de plus en plus faible. Je vous passe sur le taux de retour énergétique, c'est-à-dire toute la quantité d'énergie qu'on met dans un processus pour en retirer de l'énergie. Ça devient de moins en moins rentable d'extraire du pétrole. Ça l'est encore. Donc nous avons passé en 2006 le pic pétrolier conventionnel. On continue à produire plus de pétrole aujourd'hui grâce au pétrole non conventionnel. Grâce, je mets des guillemets bien entendu, c'est-à-dire les issus de la fragmentation dans les roches de schiste, les roches schisteuses et dans les sables bitumineux. Le gaz, actuellement, les 2/3 des réserves mondiales, c'est la Russie, l'Iran et le Qatar. C'est-à-dire que les réserves de gaz, elles sont très localisées sur la planète. Et c'est assez difficile à transporter le gaz. Autant le pétrole, c'est facile, c'est un liquide, vous le mettez dans des barils, hop, vous l'expédiez. Le gaz, c'est compliqué. C'est soit des gazoducs. Alors on sait que faire passer des gazoducs dans tel ou tel pays, c'est des enjeux géostratégiques, ça peut provoquer des conflits et des tensions. On l'a vu avec l'Ukraine il n'y a pas si longtemps. Ou alors il faut le méthaniser, c'est-à-dire le mettre sous forme liquide, sous haute pression. Bon, passons. Ça, c'était pour les énergies fossiles. Le nucléaire, donc c'est l'uranium. L'uranium 235, c'est une énergie non renouvelable qui est issue de l'extraction. Alors l'uranium, c'est très riche. N'en prenez pas au petit déjeuner, parce que c'est quand même un peu trop riche pour le petit déjeuner. Par contre, c'est extrait essentiellement au Kazakhstan, au Canada, en Australie, en Russie et au Niger. Et on parle aussi de durabilité, de développement durable. Or, le développement durable est complètement accaparé par les grosses sociétés. On fait du greenwashing de partout. Et là, on est en train de se faire avoir, hein, clairement. Je pense que là, c'est clair. De ce qui a été dit, effectivement, en fait, il y a deux choses. Il faut que l'écologie parle à tout le monde. Et je suis d'accord avec madame quand on dit que oui, enfin, le tri, les petites choses du quotidien, c'est important. Alors, c'est hyper important parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri, où il y avait la forêt qui était en train de brûler, et le colibri a commencé à prendre de l'eau dans son petit bec et d'éteindre. Et en fait, chaque geste compte. Et on est tous concernés par les gestes du quotidien parce qu'on le vit directement. Les enfants, c'est les citoyens de demain, donc il faut absolument qu'on les sensibilise. Ils ont leurs problèmes sociaux, hein. On parle du peuple là, ils ont leurs problèmes sociaux, et faire un tri, c'est pas dans leur priorité. Alors, déjà, s'ils pouvaient prendre conscience de ça, ça permettrait qu'ils soient un peu plus engagés dans tout ce mouvement. Voilà, donc le scénario Négawatt, il se trouve que Jean-Luc Mélenchon est à Paris à la présentation qu'on a faite de la version en 2017. Il a écouté très sagement, on a beaucoup apprécié pendant 2 heures, donc bravo. Et il a repris effectivement ce qu'on a dit dans son programme. Donc c'est une bonne chose. Donc le scénario Négawatt, pour ceux qui s'intéressent, vous allez sur www.negawatt.org, il y a plein de choses sur comment on fait une vraie transition énergétique. Et ça c'est très bien, ça c'est très bien. Il y a des documents assez fouillés, il y en a des plus globaux. Et en gros, pour répondre à monsieur qui disait les petits gestes, ça sert à rien, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut les petits gestes et il faut l'action par en haut, il faut les deux, parce que sinon on n'y arrivera pas par rapport à l'urgence que tu citais. Par exemple, une des mesures qu'on met en avant dans le scénario Négawatt, c'est de dire qu'il faut rénover les logements à un très haut niveau de performance. Donc si on fait que de l'incitation avec des petites primes qu'on donne par-ci par-là, on va à 5% ou 10% de l'électricité. Donc à un moment donné, il faut réglementer, c'est-à-dire qu'il faut rendre la rénovation obligatoire. Alors tout le monde va hurler, effectivement pendant peut-être un petit moment, n'empêche que derrière, le bâtiment va être très content d'avoir de l'activité, c'est des emplois derrière, et par contre, il faut réfléchir à quelle
ingénierie financière on met en place pour ça, pour qu'on puisse payer des travaux et des économies qu'on fait sur les factures de chauffage. Enfin, il y a tout ça à regarder. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'administration, un problème financier, un problème juridique. Voilà, donc c'est là où il faut... donc la loi de transition énergétique, elle a validé un certain nombre de choses, elle a repris ce qu'on avait déjà dit dans le scénario 2000 ans. Donc, au niveau de ses intentions, elle est très bien. Maintenant, il faut mettre en place des décrets et il faut passer à l'acte. Voilà, il ne faut pas être trop long. Hein. Je ne sais plus vraiment comment je m'appelle. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Pierrot, Bernard, Rachid ou Raphaël? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sans toi, je me les mêle. C'est pourtant pratique d'avoir un nom. Non, ça peut servir à l'occasion. Mais à quoi bon? 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 Un patronyme, de toute façon, j'ai patronyme. Sans toi, je suis unanime. De moi-même, je n'ai aucune estime. À quoi je rime? Bon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi? À quoi? À quoi bon? Je ne sais carrément plus du tout où j'habite. Bon, on va pas parler de Méluche toute la nuit, hein. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Donc nous, on va être plus culturel. Genre, je dis pas qu'il n'est pas, non, ça, vous énervez pas. Putain, ils sont susceptibles, ces insoumis, ça me fout les boules. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas culturels. Mais nous, on est quand même vachement culturels, quoi. Donc du coup, on va vous faire une petite chanson du folklore alsacien. Il y a des jours où tu ne sais plus sur quelle case il faut poser tes doigts. Il a tout ce qu'il veut, et ce qu'il a, il n'en veut pas, et ce qu'il veut, il ne l'a pas. Hans de Schlogelnot, il dit tout ce qu'il veut, et ce qu'il dit, il n'y croit pas, et ce qu'il croit, il ne le dit pas. Hans de Schlogelnot, il va là où il veut, et où il est, il ne reste pas, et où il reste, il ne s'y plaît pas. Hans de Schlogelnot.
matériel à récupérer pour ceux qui veulent distribuer un peu de leur côté. J'aimerais remercier l'équipe d'Antoinette qui sont occupés de la nourriture. J'aimerais remercier aussi spécialement les artistes qui sont venus gracieusement nous offrir ce spectacle et c'était vraiment chouette. Et bon, moi je connaissais pas ce genre de musique, j'écoute pas ce genre de musique d'habitude, mais franchement c'est à ma grande surprise, ça m'a vraiment plu et bravo. J'aimerais remercier aussi ceux qui sont venus ce soir. Et donc là c'est la première des 4 réunions publiques qu'on va organiser dans le cadre de cette campagne. Donc on a demain à Visil, après-demain à Gers et vendredi à Échirol, le vendredi 2. Donc voilà, on compte sur vous si vous pouvez venir. Et le 9, ce sera le dernier jour de la campagne. On se retrouvera à Échirol, à l'espace Picasso, justement pour un moment festif où on aura un tournoi de foot, barbecue, et puis voilà, on pourra discuter, échanger autour de ce qui s'est passé pendant cette campagne, et notamment l'élection de la campagne présidentielle, et voilà, ce sera un moment convivial. Donc merci à tous, et écoutez, j'ai profité du spectacle comme vous.